Bonsoir François Bayrou. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes bien sûr le président du MoDem. Juste un mot d'abord avant de parler de compétitivité, de Made in France, de politique plus générale. Il y a eu une information ce soir, c'est cet accord entre les médecins et l'assurance maladie sur les dépassements d'honoraires. On a vu que le gouvernement avait mis un peu la pression, avait menacé d'un projet de loi. Et puis finalement, il y a un accord. Est-ce que... Ça vous paraît un bon indicateur pour le climat social? Je trouve que cet accord est une très bonne nouvelle. Si il est avalisé par la base, parce que c'est la base des médecins qui maintenant va s'exprimer, mais on était devant un problème qui était très irritant pour les Français, à la fois parce qu'il fallait qu'ils paient, et puis parce que moralement, il n'y a pas de différence de qualité entre les médecins qui sont en secteur 1 et les médecins qui sont dans d'autres secteurs, qui avaient beaucoup de réticence autour de toutes ces choses, et qu'on soit arrivé à en sortir en discutant, alors en faisant pression, bien entendu, mais les syndicats de médecins ont fait un pas, la sécurité sociale a fait un pas, le ministère a poussé. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Bien entendu, je n'ai pas de tout ça une vision complètement idéaliste. Il faudra faire les comptes au bout du chemin. Et j'espère que les comptes seront bons. Oui, mais il faudra faire des économies quand même. Mais personne ne pourra échapper aux économies. Mais en tout cas, moi je pense que les médecins peuvent aider aux économies, contrairement à ce qu'on raconte partout, souvent méchamment. Je pense que c'est une négociation et un accord provisoire qui, pour moi, va dans le bon sens. Alors, est-ce que ça va dans le bon sens que la droite quitte l'hémicycle tout à l'heure au cours d'une prise de parole du Premier ministre qui disait qu'il allait quand même travailler sur le chantier de la compétitivité? Ruth Elkrief, ce sont les jeux parlementaires classiques et d'ailleurs entre nous lassants. Parce que vraiment... Vous dites ça parce que vous n'en êtes plus? Oui, peut-être. Mais je ne suis pas souvent sorti. J'ai été au Parlement plus de 25 ans. C'est d'ailleurs bien de respirer. Puis l'avenir est long. Mais je vous assure que ce sont des jeux. Parce que ceux qui sortent avec une émotion surjouée. Ceux qui restent les insultent. C'est un jeu à l'intérieur de l'UMP, à votre avis? Une irritation surjouée, non. C'est le jeu classique entre l'opposition et le gouvernement. Vous savez, très souvent, l'Assemblée nationale ressemble trop souvent à des cours de récréation. On s'invective. Franchement, c'est des adultes, ils devraient moins s'invectiver. En tout cas, moi, ça ne me satisfait pas, ce fonctionnement du Parlement. Surtout pour... Bon, alors, Jean-Marc Ayrault avait dit « l'opposition veut l'échec... de la France. Bon, c'était pas très juste. Mais il y a quelque chose qui, pour moi, est frappant depuis longtemps, c'est que les opposants, quels qu'ils soient, de gauche ou de droite, ce qu'ils cherchent en premier, c'est la faute et l'échec et la chute du gouvernement. Et c'est pourquoi il faut... C'est la logique, non? Non, pas en temps de crise. On en bave assez, les Français en bavent assez, les inquiétudes sont... mais vraiment très lourdes. Donc la stratégie de l'UMP, là, qui attaque tout le temps le gouvernement, vous trouvez que ça ne peut pas passer? Je ne parle pas de l'UMP spécifiquement. Je parle du jeu classique depuis des années. Parlons de ce qui se passe aujourd'hui. La gauche s'est comportée exactement de la même manière, avec le même simplisme et le même esprit caricatural quand elle était dans l'opposition. Elle s'en offusque quand elle est la majorité. Moi, ce que je voudrais qu'on comprenne, et c'est la raison de la position politique qui est la mienne, c'est que nous devrions tous nous sentir co-responsables de l'avenir du pays et des décisions qui sont prises. Que nous soyons d'un bord, de l'autre ou du troisième, que nous soyons de droite, de gauche ou du centre. On va parler de ce que vous voulez et de votre stratégie. Mais c'est très important. C'est pour ça que je voulais vous faire réagir sur cet incident. C'est pas une stratégie. Je vous assure, j'ai maintenant... C'est une conviction aujourd'hui. J'ai maintenant un enracinement politique très important que les Français connaissent bien, très long en tout cas, que les Français connaissent bien. Je vous dis, on ne pourra pas s'en tirer comme ça, parce que vous arrivez au pouvoir, vous avez 50% du pays,
quelques jours après, il vous en reste 30. Et si vous avez contre vous toute l'opposition plus la moitié de votre camp, ce qui est le cas général, alors vous voyez que vous ne pouvez plus rien décider, donc que tout se paralyse. C'est ce qui se passe pour vous aujourd'hui, pour François Hollande. C'est ce qui va se passer dans les mois qui viennent. C'est-à-dire il n'aura plus personne avec lui, c'est ce que vous dites? Il n'aura plus assez de gens et plus assez de force à ses côtés pour prendre des décisions? Vous avez beaucoup de savoir-faire, mais vous ne me ferez pas dire ce que je ne veux pas dire. Non, mais j'essaye de comprendre. Je ne veux pas pousser les choses à l'excès. Je vous dis que la situation dans laquelle la France se trouve depuis des années, avec une hostilité, une guerre des camps perpétuelle, cette situation-là ne va pas nous permettre de nous en sortir. Oui. Vous entendez? On ne va pas pouvoir s'en sortir dans cette guérilla. Et donc, il faut avoir une proposition politique différente. Et naturellement, pour moi, c'est très important. Sauf que François Bayrou, ce que vous nous expliquez là, vous l'avez expliqué ces dernières années, vous l'avez expliqué à la présidentielle, vous l'avez expliqué à la législative, et les Français ne l'ont pas entendu ainsi. Il arrive qu'en politique, on dise la vérité et que le peuple ne veuille pas l'entendre. C'est d'ailleurs une très grande question. Comment a-t-on vécu une élection présidentielle sans que la vérité soit dite aux Français? Et c'est une question à laquelle il faudra qu'on réfléchisse dans les mois et les années qui viennent. Et deuxièmement... Attendez, dites-moi, vous, comment vous avez réfléchi, du coup, sur votre échec? Puisque vous dites, c'est une grande question, mais comment est-ce que vous vous êtes remis en question, vous? Ça n'est pas souvent ou seulement en raison des insuffisances de ceux qui disent la vérité qu'elle n'est pas entendue. Il arrive que le peuple ne veuille pas l'entendre. Mais est-ce qu'il y a des moments... Et il arrive que les partis principaux, en fait, chantent tous une chanson qui est, vous savez, la chanson agréable qu'on va siffler sous les fenêtres de ceux dont on veut obtenir les voix. Puisque c'est vous qui êtes mon invité et pas les autres partis ce soir, quelles insuffisances avez-vous remarquées ou avez-vous notées? Je vous promets que le jour où je voudrais faire une confession privée, je vous appellerai. Une autocritique, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se réunissent, qui vont dans un autre parti, qui se déclarent centristes, et il y a même un de vos anciens proches, Jean-Loup Bourlanges, qui dit il fallait d'abord en finir avec la stratégie suicidaire d'isolement du MoDem, et il va créer avec Jean-Loup Borloo l'UDI. Oui, mais vous savez, l'UDI, c'est très simple. Non, mais quelle est du coup votre autocritique? Est-ce que vous vous dites j'avais une stratégie suicidaire et ils ont raison, ils ont tort? Voilà, vous avez fini maintenant. Bon, oui. Je vous répète. Probablement, y a-t-il des insuffisances? Il y en a dans toutes les vies. Dans la mienne aussi. Dans toutes les démarches politiques. Dans la mienne aussi. Mais l'idée qu'il fallait à tout prix que le centre soit la droite, il y a eu 2 déclarations. Je comprends très bien, elles sont de très bonne foi et elles sont très justes. Ramayad, sur une chaîne d'information comme vous hier, a dit « l'UDI, c'est un nouveau parti de droite ». Et Madame Joanneau, qui les a rejoints dans des conditions un peu acrobatiques, parce qu'elle venait d'être élue avec les voix de l'UMP, et tout ça présage des querelles que vous voyez bien venir, elle a dit « je rejoins la nouvelle famille de la droite ». Pour Ramayad, qui n'est pas n'importe qui, et pour Madame Joanneau, qui n'est pas n'importe qui... 2 anciennes ministres de Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ce qui se fait, c'est un parti de droite. Après, il va y avoir une querelle entre les 2 partis de droite pour savoir qui arrive en tête. Je rappelle qu'il y en a un troisième, qui est le Front National. Et vous dites, moi je ne suis pas de droite, et moi je ne reviendrai pas à droite, ou je ne suis plus de droite depuis longtemps. Je suis du centre parce que je pense que la survie de la France dépend de notre capacité à dépasser la guerre de la gauche et de la droite. Vous comprenez ça? Je suis sûr que vous voyez, ça n'est pas le même positionnement. Mais ça n'a pas marché. Je comprends très bien, je l'entends depuis longtemps, mais depuis quelques années, ça n'a pas marché. Et pourquoi ça marcherait demain? Pourquoi François Hollande se tournerait vers vous et élargirait sa majorité? Je ne parle pas de François Hollande. C'est ça que je veux dire. Je ne parle pas de François Hollande. Je vous dis, la situation est telle... Mais je vous supplie d'ouvrir les yeux. Les studios sont intéressants, mais il faut ouvrir les yeux. Le climat économique des entreprises, des salariés, de ceux qui se trouvent au chômage et qui découvrent que, contrairement à ce qu'ils croyaient, ils n'ont rien. Tout ça, c'est une réalité blessante. En face de ça,
Ne proposer que la guérilla éternelle des uns contre les autres, c'est trop court, ça ne suffira pas. Et donc vous dites, mais pourquoi vous acceptez pas? Revenez là. Non, je n'ai pas dit ça. Ça n'est pas le chemin que la France devra suivre. Est-ce que je me trompe? On le verra. Je vous donne rendez-vous. L'aggravation, peut-être on va parler du rapport oui, bien Gallois. sûr, sur la compétitivité, bien sûr. L'aggravation du climat dans le pays est un phénomène si préoccupant que, selon moi, il n'existe aucune autre possibilité d'en sortir que de changer le jeu. Vous voyez bien la différence. Ceux qui veulent rester dans le jeu ou revenir dans le jeu et ceux qui veulent changer le jeu. En tout cas, vous ne regrettez pas votre décision du deuxième tour, le fait que le Parti socialiste ne vous a pas aidé à rester député, vous n'en voulez à personne, vous parlez avec François Hollande de temps en temps, m'a-t-on dit? Vous êtes bien renseigné. En tout cas, je n'ai jamais, moi, rapporté les conversations que j'avais avec les présidents de la République, quels qu'ils fussent. Donc, vous ne confirmerez pas ce soir, mais en tout cas, on peut le dire. Mais vous ne regrettez pas ces décisions? Je ne regrette pas parce que ce sont des décisions que je prends avec des raisons qui sont des raisons vitales pour moi, comme citoyen, comme responsable du pays, et ces décisions, je les prends en pensant à la suite. Et la suite, c'est que le gouvernement devra changer de politique, ou en tout cas infléchir sa politique. Et à ce moment-là, vous serez disponible? Non, si je m'étais intéressé à moi, je ne serais pas là. Si je m'étais intéressé à moi, comme vous dites, j'aurais négocié avec le Parti socialiste pour que par-dessous la table, ils me soutiennent. Je n'ai rien fait de tel. Parce que y a des moments où on peut jouer à ces jeux. Il y a des moments où on ne peut pas jouer. Le moment où nous sommes, c'est un moment où on ne peut pas jouer. Et tous les Français le savent, sauf le monde politique, qui continue, lui, imperturbablement et de manière un peu décalée, à avoir des jeux dérisoires alors qu'il faudrait qu'on prenne tous ensemble en main l'essentiel. Alors l'essentiel, par exemple, c'est la compétitivité? Si on faisait un vote, je suis certain, instantané sur ceux qui nous entendent, je suis sûr qu'il y en aurait une grande partie qui dirait au fond, oui, on va devoir en venir à ça. Ils disent que et c'est la réponse à votre question. On va devoir en venir à ça, et en tout cas moi, je ne cesserai pas de le dire à mes compatriotes parce que c'est là l'enjeu. Sur la compétitivité, on en parlait tout à l'heure, c'est un des enjeux très forts. Est-ce que vous comprenez ce que veut faire le gouvernement? Un jour, il enterre le rapport Gallois, un jour, ils disent qu'ils veulent le faire, que le rapport ne sera pas un rapport de plus. Non, je ne comprends pas ce qu'est en train de faire le gouvernement dans sa communication sur ce sujet. Et, selon moi, c'est une heure de vérité. Les responsables du gouvernement doivent avoir à l'esprit, j'espère qu'ils l'ont, que ce qui se passe dans l'économie française aujourd'hui et ce qui va se passer dans ceux qui observent l'économie française à l'intérieur et à l'extérieur est dangereux. Il y a un climat qui est un climat de découragement, d'inquiétude, notamment autour des problèmes fiscaux, et que, notamment autour des entreprises, de la manière dont les entrepreneurs... Il faudrait suivre les préconisations qui ne sont pas encore officielles du tout, mais sur lesquelles il y a quelques fuites du rapport Gallois. Écoutez, François Hollande a décidé de confier à M. Gallois, qui est quelqu'un qui a eu des responsabilités très grandes, et dont on ne peut pas dire qu'il soit un ennemi de la gauche, on peut le dire comme ça. Il a décidé de confier à M. Gallois un rapport sur le sujet le plus important. On dit compétitivité, c'est un mot qui m'a toujours un peu déplu parce qu'il est trop abstrait. Mais comment il se fait que l'activité, la production en France soit à ce point en désarroi? Seul pays européen de notre niveau. L'Italie produit beaucoup plus que nous. Une industrie plus forte. Comment ça se fait? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour le changer? Alors, M. Gallois va aborder un certain nombre de chapitres. Ma certitude, c'est qu'il faut que le gouvernement écoute. Et qu'il ose prendre des orientations qui soient des orientations même courageuses, même si elles rompent avec le traditionnel point de vue de la gauche. Donc vous êtes par exemple pour une augmentation de la CSG, de la TVA, pour alléger les charges sociales? Ça, c'est l'idée à laquelle tout le monde constamment fait référence, selon laquelle la question serait celle du coût du travail. Il se trouve que, pour moi, je l'ai dit pendant la campagne,
c'est une question, mais ce n'est pas la question principale. Vous êtes d'accord avec Pierre Moscovici, alors? Oui, c'est ce qu'il dit. Ben oui, la question principale, alors on va voir après, bien sûr qu'il y a une question du coût du travail, mais elle ne doit pas être posée à la place de toutes les autres. Il y a une question de climat. Les entrepreneurs en France, les chefs d'entreprise, les cadres, ils ont l'impression qu'on les regarde avec méfiance et que personne ne les soutient. Il y a une question de comment ça se fait que ça soit si compliqué les rapports avec l'administration en France. Il y a une question de si j'investis et si par hasard j'ai de la chance... Et le gouvernement n'y répond pas et Pierre Moscovici, en ministre des Finances, n'y répond pas. Et il y a une très grande question, j'ajoute, de droit du travail. Parce qu'on est un pays qui a des rigidités qui sont excessives et qui empêchent les entreprises de jouer le jeu de la vie, d'avancer quand on peut avancer, de freiner quand on doit freiner. Et c'est trop rigide et ça ne marche pas. Et vous voyez que tous ces chapitres-là, je pense et j'espère que M. Gallois les traitera, et je dis au gouvernement, vous ne pouvez pas les écarter. Merci beaucoup François Bayrou. J'ai bien retenu que vous restez au centre et que vous ne répondrez pas aux appels de l'UDI et que vous conseillez au gouvernement d'écouter le rapport Gallois. Merci beaucoup.